S'approprier le territoire, se laisser bercer par la géographie, aller à la rencontre de l'inattendu. Ces motivations profondément nord-américaines ont bercé la colonisation d'une terre perçue par les Européens comme étant vierge. Aujourd'hui, toutefois, ces impulsions semblent définitivement surannées, voire surfaites. Il faut donc une certaine candeur, un goût singulier du risque, pour prétendre à une telle expérimentation du mouvement sur le territoire américain. Tout comme il faut mobiliser une capacité inédite à en témoigner, autrement que par le récit de voyage. Et Sophie, ce matin, nous a déjà montré que cette chose était un peu dépassée. Ce récit de voyage, un genre dont Michel Butor, qu'on mentionnait à l'instant, il y a plus de 50 ans, brisait les codes avec son Mobile, cette singulière étude pour une représentation des États-Unis. S'engager dans une aventure similaire à l'époque contemporaine appelle une posture assumée autant qu'aérienne. C'est là l'a priori de Daniel Canty et de Patrick Beaulieu. Dans le cadre de ce qu'ils ont nommé des odyssées transfrontières, du Canada vers les États-Unis, ils se laissent guider par 3 indicateurs différents: la migration des papillons monarques, le sens du vent et les indices de la chance. Ces projets participent d'un exercice, disent-ils, de science naïve, où l'Odyssée se matérialise par les traces produites et recueillies du parcours et de l'expérience vécue, mais tout autant par les déclinaisons multiples, décalées et polymorphes de son témoignage. C'est là l'aspect qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui. Contrairement à la tendance actuelle du transmédia, on en a parlé un peu, qui fait aisément circuler les fictions sur des plateformes médiatiques complémentaires, le monde littéraire reste davantage figé autour de l'idée que les fictions sont stables et qu'elles prennent une forme unique et pérenne. Une fois le roman publié, on n'en a qu'une simple variation allant de l'hardcover à l'édition de poche. Dans le cas de l'auteur et artiste multidisciplinaire québécois Daniel Canty, on a là une certaine exception en ce qu'il propose des projets littéraires qui se réinventent au gré des plateformes médiatiques qu'il convoque. Il combine des fictions littéraires et des expositions artistiques, des projets de médiation culturelle et des vidéos, des sites web et des livres. Au cours des dernières années, Canty a fait équipe avec l'artiste visuel Patrick Beaulieu pour élaborer et réaliser 3 expériences de voyage singulières. Vector Monarca en 2007, où ils ont suivi les papillons monarques du Québec jusqu'au Mexique. Venturi en 2010, où ils ont dérivé, selon le sens du vent, depuis Chicago jusqu'au sud-est des États-Unis. Puis Vegas en 2013, où la chance a joué le rôle arbitraire d'un sélecteur de parcours. Les regards multipliés sur l'expérience, ses modalités d'échantillonnage, mais surtout l'appropriation diffractée de ces différentes traces, nous paraissent exemplifier le caractère dominant de fiction qu'on dira fluide au sein de ces odyssées. Car malgré un ancrage certain dans les artefacts matériels du voyage, ce sont les mises en récit, fabulées autant que fabuleuses, qui s'imposent et se déclinent sur différents formats et supports. Le web y joue donc non le rôle d'un point de chute, terminus terminal, mais celui déterminant de relais, au sens d'un espace de passage et de transformation. De ce triple V, nous insisterons donc sur le deuxième, Venturi, de façon à questionner les modalités d'une saisie médiatique du parcours qui nous engagera à aborder les enjeux d'écriture et de représentation à travers la transmédiatisation des traces de cette odyssée. Le projet Venturi a été initié par l'artiste visuel Patrick Beaulieu. Son objectif, original et ambitieux, était de suivre la direction du vent à partir de la ville de Chicago, The City of the Wind. À bord du Ford Ranger bleu, surnommé la Blue Rider, et équipé d'une girouette et d'une manche à air, Beaulieu a convié quelques complices de façon à conjuguer la direction du vent avec les routes américaines. L'expédition a duré 25 jours à l'automne 2010. 3 artistes se sont prêtés au jeu: Alexis Pernet, architecte paysagiste, Daniel Canty et l'écrivain Dauphin Vincent. Tour à tour, ces 3 individus ont pris le rôle du copilote de Beaulieu, gardant des traces de l'expérience dans un journal de bord et sur une carte routière. Ces immortalisations de leur épopée étaient pour eux le reflet, la description ou l'interprétation des vents qui ont soufflé, conjuguée avec l'intensité de leurs affects.
Le projet Venturi tenait du risque. Beaulieu prétend après coup qu'il aurait été même prêt à abandonner la Blue Rider au large des océans si ça avait été là la volonté du vent. Outre le risque logistique d'une expédition soumise aux aléas de facteurs incontrôlables, le vol des papillons, le vent, la chance, il y avait tout aussi bien celui de la rentabilité de l'Odyssée, celle d'un projet artistique qui lui était immédiatement rattaché. L'objectif de l'expérience dépassait le simple but de parcourir les routes américaines et de revenir avec des anecdotes à raconter. L'intégration d'une dimension résolument artistique au périple engage la triple expérimentation dans une perspective géopoétique, elle qui pose sur le récit de voyage un triple regard, à la fois scientifique, philosophique et poétique. Cette vision est tout à fait fidèle à l'esprit qui guide les créateurs, qui sont explicitement ouverts au travail de poétisation de l'expérience et du monde. Plus encore, c'est à une force d'abandon que les protagonistes se prêtent. Une grande part de Venturi tenait de la fabulation, de l'imprévisible et du rêve. Partir au vent, s'abandonner à des forces qui les dépassent, obéir à une raison que la raison ignore. L'accent n'était évidemment pas posé sur la destination, mais sur l'expérience du parcours, ses hasards, ses traces, ses effets sur les complices de l'Odyssée. Afin de garder trace de leur périple, les artistes ont procédé à une forme d'échantillonnage. Ils ont fait une sélection d'éléments isolés qui témoignent de l'ensemble de ce qu'ils ont vu, entendu, lu, bref, vécu. Ils ont consigné des signaux nombreux de leur péripétie, gardant une trace du nom de tel hôtel, de la conversation avec telle personne, du goût de tel repas. Pour procéder à cet échantillonnage, plusieurs modes de captation du réel ont été utilisés, lesquels ont conduit à différents modes de mobilisation et d'exploitation de ce riche matériel. Dans les trois Odyssées transfrontières, les diverses manières utilisées pour rendre compte de l'expérience ont émergé d'un esprit commun. Ayant sans doute pour fondement la capacité fabulatrice des artistes à faire des liens, à créer un sens artistique entre les éléments de leur voyage, cet esprit commun a d'abord pris la forme de contraintes. Ils se sont donné comme mandat de parcourir les routes à bord d'une voiture spéciale, originale, conçue précisément pour leur projet. La Monarca mobile, un camion postal transformé en véritable galerie d'art ambulante, le Blue Rider, un Ford Ranger muni d'une manchère et d'une girouette, et la Magic Dart, une Dodge Dart ayant une roue de fortune sur le capot. Dans ces véhicules emblématiques, les artistes ont emprunté un parcours particulier, dicté par un paramètre imprévisible, la migration des papillons monarques, la direction du vent et la chance. C'est donc au fil de l'errance, à travers des environnements fluctuants, dont ils ont tenté de capter ici et là des éléments ponctuels, isolés, qu'ils ont essayé de se saisir de manière discontinue de la continuité même de l'expérience. Ce processus d'échantillonnage est complexe, démultiplié par la variabilité des supports médiatiques utilisés. Tout d'abord, la captation vidéo a fait partie des trois Odyssées. Patrick Beaulieu filmait des scènes évoquant le thème de prédilection de chaque expédition. Par exemple, dans le cas de Venturi, il a enregistré le mouvement ondulatoire d'un rideau sorti d'une fenêtre d'un appartement, ou encore le frémissement des câbles électriques. La capture d'image était complétée par l'appareil photographique, que ce soit avec une caméra Polaroid pour Vector Monarca ou une caméra plus commune pour les autres projets. Les artistes prenaient des clichés d'éléments du paysage auxquels ils étaient confrontés. Les voyageurs ont aussi voulu garder une trace écrite de leur aventure. Chacun des périples était l'occasion pour Canty ou ses complices de rédiger un journal de bord ou un carnet de notes faisant état de leur aventure. Ils ont donc écrit sur les conditions météo, les endroits où ils ont dormi et mangé, leurs rencontres, leur position géographique. Parfois, ces carnets servaient à dessiner des schémas ou des croquis, illustrant graphiquement quelques lieux rencontrés. Ces carnets étaient aussi le contexte pour tenir une réflexion sur l'expérience elle-même, de transposer leur capture du réel en une fiction qui s'en inspire, distinction labile entre le témoignage et la fabulation. Par ailleurs, afin de garder une trace des fluctuations de leur parcours, ils traçaient sur une carte géographique leur itinéraire, notant en même temps le lieu de départ et le lieu d'arrivée correspondant à chaque journée de voyage. Les outils numériques complétaient leur arsenal médiatique. Des traces ont été consignées à l'ordinateur, bien sûr, mais aussi le smartphone de Canty permettait, grâce à la géolocalisation de l'appareil, de transmettre à distance et en direct leur position géographique. Dans Vector Monarca, des lettres contenant des éléments épars de leur Odyssée
comme le bout d'une carte géographique, un fragment d'un texte poétique, étaient ponctuellement envoyés à un webmestre resté à Montréal. Grâce à ces lettres, celui-ci érigeait à distance les bases du site web du projet. Finalement, les artistes se sont donné le mandat de recueillir différents objets en lien avec leur projet. Pour Vector Monarca, ils ont entre autres ramassé des ailes brisées de papillons monarques, mais aussi toute documentation papier ayant rapport avec ce thème, collants, napperons, peints. Pour le projet Venturi, ils ont rapporté avec eux des cartes postales qui évoquaient de façon explicite ou pas le thème du vent. Chaque jour, ils devaient se rendre chez un bouquiniste ou un antiquaire de la localité où ils se trouvaient. Ce dernier exemple illustre aussi une variable supplémentaire, dédoublant l'imprévisibilité propre à leur mode de saisie de l'expérience, c'est-à-dire l'aspect participatif. La méthode pour recueillir des cartes postales est exemplaire. Les commis des boutiques visitées jouaient le rôle d'interprète, en ce qu'ils devaient décoder la demande de Beaulieu et ses acolytes et lui donner sens. Auriez-vous des cartes postales du vent? La dimension collective est principalement rendue concrète par le système de relais entre accompagnateurs ou encore par la contribution d'un webmestre. Dans le projet Vegas, cet aspect est autrement prépondérant. Tout au long du voyage, les artistes ont demandé à des individus qu'ils croisaient au hasard de la route de faire tourner la roue de fortune installée sur la Dodge Dart. En fonction du résultat obtenu, les artistes devaient ensuite emprunter une attitude particulière, l'innocence, la fortune, la contemplation, par exemple, et faire des liens avec ce qu'ils voyaient au courant de la journée. La dimension participative est donc déterminante dans la tentative de saisie du flux qui constitue la trame de leurs expéditions. C'est à partir de fragments de leur expérience, fixés ici et là sur des supports et des modalités multiples, que les artistes ont tenté de donner forme et corps à un voyage marqué par sa fondamentale imprévisibilité. Donner forme, choisir l'angle, le cadrage, la focale. C'est là le geste du photographe, du sculpteur, du peintre, de l'écrivain. Charles-Antoine évoquait à l'instant les attitudes à emprunter par les voyageurs complices. On est à un jet de pierre des trois approches du réel expérimentées par Italo Calvino dans son recueil de fiction intitulé Palomar, où les textes s'appuient tour à tour sur la description, le récit et la réflexion philosophique. On saisit bien là l'effet du dispositif, thème qui est cher à ce colloque, qui agit sur deux plans. L'action à réaliser sur le matériau et l'effet de séquence, la temporalité du processus. Modeler le réel, l'aborder selon une attitude, une perspective donnée, qu'elle soit choisie, contraignante ou imposée par le hasard, c'est là un geste au fondement même des Odyssées de Beaulieu et de Canty, mais aussi un geste récurrent, réitéré, déclinant sous différentes espèces, l'affabulation générée par l'expérience du voyage. La démarche artistique associée aux Odyssées transfrontières ne se situe pas dans un rapport de transformation simple du réel en une version esthétisée, qui viendrait dans un deuxième temps après avoir vécu les expéditions. Elle les encadre plutôt. Des installations artistiques de Beaulieu avec des ailes de papillon monarque ont en effet précédé Vector Monarca, alors qu'un intérêt singulier pour le souffle, El Soplo, préfigurait Venturi. La transformation matérielle, mais tout autant symbolique des véhicules, participe de cet engagement poétique dans l'aventure. Il est dès lors conséquent de voir le travail de constitution des traces, qu'on pense à la carte dite géopoétique de leur parcours, aux carnets griffonnés, aux nombreux échantillons d'ailes de papillons et à la captation vidéo de manifestations du vent. On peut voir ce travail de constitution des traces comme une emprise métaphorique sur le réel. C'est un geste certes immédiat, dans une odyssée à travers les États-Unis. Ça se passe là, maintenant. Il faut retenir des traces de l'expérience qu'on est en train de vivre, mais c'est aussi un geste médié par la saisie esthétisante qui place l'échantillon à distance du flux dont on l'extrait. Un geste médié par le temps, l'ancrage temporel d'origine, s'effaçant au profit d'une multiplication des temps de l'existence de ces traces. Le travail de constitution de ces traces n'est jamais objectif, n'est jamais neutre, mais la démarche de Beaulieu, Canty et leurs complices pousse un cran plus loin cette mise en forme, cette manipulation.
Beaulieu multiplie les installations artistiques à partir de son matériel vidéo et des objets amassés sur la route. Avec Canty, il propose des projections, des expositions et des performances multimédia dans différents lieux, autant pendant les Odyssées que par après, faisant vivre par procuration et en différé une version esthétisée d'une expérience incontrôlée de l'espace et de la culture américaine. La distance et le détachement s'installent plus résolument par des formes décalées de ces Odyssées. Proposés en phase ou en déphasage des expéditions, les 3 sites web qui leur sont associés, vous en avez ici quelques captures, contribuent bien sûr à la pérennisation de ces événements à portée artistique. À preuve, le fait qu'on les consulte aujourd'hui, qu'ils jouent pour nous un rôle informatif. Leur fonction est toutefois inégale. Le site Vector Monarca constitua pour son Odyssée le complément le plus détaillé et le plus élaboré, alors que Venturi et Vegas, dans leur structure et leur ampleur, jouent plutôt le rôle de bande-annonce de films qu'on ne peut qu'imaginer. Plus encore, au-delà de ces variations, c'est le déplacement médiatique lui-même qui s'impose, en ce qu'il bouleverse la transmission et l'expérience, celle du lecteur, du spectateur cette fois-là. Si l'approche informationnelle ou factuelle nous fait percevoir ces sites comme des stabilisations de matériel autrement voué à l'oubli, une lecture attentive au jeu des supports atteste plutôt d'une dilution progressive du processus d'échantillonnage. En tant que traces volontairement constituées, des traces captées par des voyageurs, les sites web jouent pleinement de la remédiation à la Bolter et Grusson dans un rapport de distance et dommage, de rivalité et de réappropriation du support antérieur, du support d'origine. La reproduction page par page d'un carnet de Vector Monarca qu'on a ici sur le site web du projet nie la matérialité de l'objet, tout en l'élisant au statut de trace. Mais son avatar numérique peut être reçu dans sa dimension esthétique. La cartographie des pages, ses effets visuels, sa navigation image par image estompent le caractère informationnel de cette archive au profit d'une perception distante de l'expérience vécue, et même distante par 5 degrés, puisqu'on a d'abord la perception subjective, la rédaction en mots et images, l'inscription sur un support matériel qui est le carnet, la numérisation en mode image de ce carnet et l'insertion des clichés dans l'architecture d'un site web. Ce conflit de proximité et de distance paraît maximal lors de la consultation de ces sites web, consultation qui est modulée par des horizons d'attente propres à la culture numérique, qui se refuse d'emblée toute distance et décalage temporel, mais une consultation modulée tout autant par ce goût commun de l'archive, merci Arlette Farge, que cette même culture numérique alimente à l'envi. Une telle remédiation se révèle encore plus étonnante lorsque se poursuit ce décalage esthétique des échantillons, des matériaux associés aux Odyssées de Beaulieu et de Canty. Le livre qui circule actuellement, que vous voyez à l'écran, est la somme des 3 V, un atlas géopoétique, nous disent leurs auteurs. À la fois prise de contact avec les expériences, à la fois regard méta sur la démarche artistique, le livre propulse encore plus loin la représentation par rapport au réel que celle-ci figure. Esthétisation des archives, mise en discours des attitudes, figuration des outils. Il faut bien voir que les cartes qu'on voyait tout à l'heure sont complètement inutilisables puisqu'elles sont représentées en tout petit. On voit que le rapport intermédiatique du livre vers les supports qui ont accueilli ces contenus représentés pourrait laisser plus d'un lecteur perplexe. Si ce n'est pas nécessairement le cas, si l'on fait sens de cette proposition, c'est que nous pouvons la saisir comme une réécriture, comme un déplacement. À travers toutes ces occurrences, l'Odyssée dépasse le caractère itératif de ces formes d'expression pour entrer dans une boucle récursive, mais avec un facteur de décalage. D'une fois à l'autre, une distance supplémentaire s'instaure, laissant place à une part plus grande de subjectivité, de manipulation esthétique, de fiction.
C'est en situant le projet global des 3V ainsi que tous ses spin-offs dans la dynamique médiatique qui lui est propre que l'on peut saisir cette logique fluide parce que fondée sur la fluctuation qui l'anime profondément. Daniel Canty nous apparaît sur ce point un créateur qui excelle au jeu de la variation transmédiatique. Les amateurs bien informés sauront que son curieux roman Ouigrum, qu'on voit ici, une œuvre encyclopédique tout en feuilleté fictionnelle, prend en réalité naissance dans une matière fictive, originellement utilisée comme remplissage d'un site web d'une jeune compagnie de création multimédia. Ces fictions, donc, vont souvent migrer, se transmuer pour se cristalliser dans des manifestations distinctes, apparentées, mais clairement autonomes. L'exemple de Venturi illustre fort bien cette fluidité. C'est le dernier point que je vais aborder si on commence à trépider à l'autre bout de la table. Canty a écrit un journal de bord au fil de sa participation à l'Odyssée du vent dans l'Est américain. L'ouvrage VVV, qui fait la synthèse des 3 voyages, inclut une version du carnet qui occupe 9 pages du livre. Pourtant, presque simultanément, Canty fait paraître chez un éditeur littéraire, La Peuplade, l'ouvrage Les États-Unis du vent, qui circule également, qui porte la mention générique « récit », donc un indicateur habituel d'un discours au jeu qui tolère un faible décalage par rapport à un discours de vérité. Ce récit, cette fois de 283 pages, rapporte tout aussi bien l'expérience de Canty au sein de l'Odyssée Venturi. Il en reprend également la chronologie sur une dizaine de jours, rendant compte de l'aventure vécue. Les 9 pages de VVV s'accordent à la facture de l'ouvrage. Grand format, multicolonne, images intégrées, travail graphique. Et aussi à son statut d'atlas géopoétique, son statut de trace, en engageant aussi la réflexion sur la démarche artistique. En comparaison, les États-Unis du vent évacuent la dimension graphique au profit d'un travail de la mémoire, mi-essayistique, mi-fictionnel, qui met l'expérience à distance. La transformation opère peu à peu, depuis les carnets inaccessibles de Canty jusqu'à un extrait sur le site web Venturi et aux 9 pages à dominante descriptive dans VVV, puis à l'expansion narrative et réflexive dans les États-Unis du vent. Évidemment, le substrat référentiel reste le même, ce dont témoignent certains passages qui persistent d'une version à l'autre ou qui sont triturés par le jeu de l'écriture. La portée de ces différentes versions, elle, s'appuie lourdement sur le support médiatique qui définit et appelle pour chacun une forme de circulation, une audience et des codes de lecture, et sur la mutation même de la fiction, les États-Unis du vent, voyant émerger dans son déploiement un discours critique sur la culture et la société américaine. Étonnamment, peu de place a été réservée ici à la route elle-même. Pourtant, comme le rappelle Victoria Stanton, la route aux multiples possibles devient pour Beaulieu un lieu interstitiel où se produisent des démonstrations performatives d'intuition, de nécessité et de sérendipité. Dans cette attitude performative s'épanouissent des considérations attentives envers un présent évanescent. Se saisissant de la route, ce non-lieu pourtant infiniment chargé, incarnation profondément concrète de ce flux numérique qui nous occupe pendant cette séance, les odyssées transmédiatiques de Beaulieu et de Canty parviennent à charger de sens ce mouvement récursif de leur prise en charge des traces d'échantillonneurs d'une société en déchéance, Canty décrivant d'ailleurs ses aventures comme une sorte de chronique des disparitions. On peut aisément percevoir les États-Unis du vent comme une sorte d'extrapolation de son journal de bord tenu durant son passage dans la Blue Rider. Parce qu'au final, l'enjeu de la fidélité est évacué. Ce rapport avec la fiction est conséquent de celui qu'entretient Canty avec le réel, voyant que le parcours même de ses odyssées suscitait la création, soutient-il, d'une réalité parallèle. L'artiste étant harnaché d'une palette de supports médiatiques multipliant les voix et les publics, ce n'est au final que l'inscription de la création dans un temps long qui permette une prise de distance, un déplacement, une réécriture et une réappropriation, nouvelle tout aussi que singulière,
d'un matériel qui appartient autant au réel qu'à l'imaginaire de ses protagonistes. Nous vous remercions.